Bonjour tout le monde, on va continuer notre cours sur le shell. Et donc on avait dit que le shell il va être constitué de commandes et d'opérateurs et de structures de contrôle qui permettent de combiner des commandes afin d'obtenir un script qui est l'équivalent d'un programme écrit dans un langage de programmation. C'est un peu la finalité à laquelle on veut y arriver. Alors, automatiquement, parmi les choses qui sont nécessaires pour effectuer un travail avec des commandes dans des conditions qui peuvent changer dynamiquement, donc on a vu dans les langages de programmation, on a besoin de la structure de contrôle qui est le if, c'est-à-dire la condition. Donc, d'une manière similaire dans le shell, on a aussi cette possibilité d'exprimer une condition. Donc, comment exprimer une condition? Ben, il y a une syntaxe qu'il faut respecter. Donc, cette syntaxe, elle est donnée par le mot-clé test et expression. Alors, une expression, c'est quoi? Ça peut être soit une commande simple, soit des commandes qui sont composées à l'aide d'opérateurs qu'on verra par la suite. Ou bien, tout simplement, au lieu d'éviter d'écrire le mot-clé test, il suffit de mettre l'expression entre crochets, tel que c'est indiqué sur le slide. Donc, automatiquement, ça vous permettra effectivement d'exprimer une condition au niveau d'un script. Donc, voici un exemple qui est donné ici par une commande composée par un opérateur, le ou. Donc, la test-f foo. Ça permet de tester l'existence d'un fichier. Donc, est-ce que le fichier existe ou pas? Alors, c'est composé avec un message. On a vu echo, c'est quoi? C'est juste une commande qui permet d'afficher un message à l'écran. Donc, vous avez les deux possibilités d'exprimer cette condition, soit par cette première forme, soit par cette deuxième forme. Alors, naturellement, quand on exécute ça, on remarque ici que le message faux est affiché. Pourquoi? Parce que tout simplement que ce fichier faux, à vrai dire, n'existe pas. Donc celui-là, quand il teste l'existence du fichier, la réponse, elle sera fausse, c'est-à-dire ce fichier n'existe pas. Et vous savez, un ou, comment qu'il est évalué? Le ou, il est évalué par l'évaluation de la première partie de l'expression. Si elle est fausse, eh ben, on va voir la deuxième partie si elle est vraie ou faux. Naturellement, cette deuxième, elle est toujours vraie. Pourquoi? Parce que echo, ça va s'exécuter à tout bout de champ, et donc ce qui permettra d'imprimer un message. Donc automatiquement, c'est la deuxième qui va s'imprimer. Donc ça, c'était juste un détail qu'on verra par la suite en exprimant les différentes expressions à l'aide des différents opérateurs. Et donc là, implicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en train d'évaluer une expression, donc ça va poser, je dirais, la problématique de l'évaluation de cette expression pour dire est-ce que l'expression est vraie ou fausse. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas exprimé explicitement le résultat vrai ou faux. Ça, c'est dû au fait que on avait dit que Unix était intimement lié à C, au langage C. Et les gens qui connaissent le langage C, automatiquement, vous voyez que dans le langage C, il n'y a pas de booléen. Et donc pourquoi? Parce que tout simplement, l'évaluation des expressions au niveau du C, c'est que toute expression qui donne 0, ça c'est l'équivalent de vrai. Toute expression qui donne une valeur autre que 0, c'est faux. Et donc c'est la même considération qui est prise ici dans le shell avec la même interprétation. Donc c'est ce qu'on appelle le code de retour d'un test, c'est-à-dire un test, c'est qu'on évalue l'expression et son résultat, c'est lui qui est interprété en tant que valeur fausse ou vraie. Donc un code de retour qui est égal à 0, ça veut dire que c'est vrai. Et toute valeur qui n'est pas égale à 0 est considérée comme fausse. Alors, j'avais parlé qu'au niveau des expressions, on peut combiner les expressions à partir des commandes simples. Vous avez l'opérateur non, donc, ou inverse.
Ça veut dire l'opérateur non, ça consiste à faire quoi? Donc, si vous mettez test non, donc je dis non, il est exprimé par le point d'exclamation, c'est-à-dire que non, expression, ça veut dire comment que ça va marcher? C'est que l'expression, elle est évaluée. Ensuite, son code de retour qui est fourni, automatiquement, il sera inversé. Ça veut dire que s'il est égal à 0, le non va donner son inverse. Et dans le cas contraire, c'est aussi la symétrie qui est faite. C'est-à-dire que si le résultat est vrai, le non vrai, ça donne faux, ou bien si le résultat est faux, le non faux, ça donne vrai. Et donc c'est comme ça qu'on interprète l'opérateur non qui permet d'inverser le résultat de l'évaluation. Et donc voici la comparaison de plusieurs combinaisons d'opérateurs. Donc vous avez un ensemble d'opérateurs qui sont utilisés. On a vu tout à l'heure le OU, qui est le 2 barres verticales. Vous pouvez aussi avoir le et commercial, c'est-à-dire 2 fois et commercial. Ça exprime le et, c'est-à-dire en logique, c'est A et B. Donc, quand tu veux exprimer la condition qui est la combinaison des deux, c'est-à-dire que le et, ce qui permet d'exprimer que dire les deux doivent être vrais, les deux expressions doivent être vraies. Dans les autres cas de figure, automatiquement le résultat est faux. Pourquoi? Parce que vrai et faux donne faux, et faux et vrai donne faux, et faux donne faux. Et donc le seul cas, c'est vrai et vrai qui permet de donner vrai. Ce qui n'est pas le cas du et. Donc le et ici, on évalue la première. Si c'est vrai, on sort, on s'arrête. Si ce n'est pas vrai, bien entendu, on va essayer d'évaluer le deuxième. C'est comme ça que raisonne l'interpréteur. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que le résultat d'un ou, il suffit que l'un des éléments soit vrai pour que toute l'expression soit vraie. Et donc, dès qu'il trouve le premier vrai, automatiquement, il s'arrête. Donc ça, c'est pour vous exprimer différents cas de figure de combinaison d'expression. Donc là, à retenir, le 2 fois et commercial, c'est le et. Les 2 barres verticales, c'est le ou. Alors, les exemples qui sont donnés, ça veut dire que s'il est vrai que faux existe, alors il faut écrire le fichier existe. Donc ça, c'est un peu à travers le premier cas ici. Donc le premier cas ici, c'est quoi? Je vais tester ça. Si la première est vraie, donc pour avoir le résultat final, j'ai besoin du et. Donc le et, donc ça va exprimer celui-là. Effectivement, celui-là est toujours vrai. Donc celui-là et celui-là, le résultat va nous donner le vrai. Par contre, pour le deuxième cas, si vous avez moins f fou, si ce fichier n'existe pas, donc automatiquement ce qui va se passer, je suis obligé d'essayer d'exécuter la deuxième. Donc je vais passer à la deuxième et automatiquement il va m'afficher à l'écran ce message. Donc là, ça vous donne les combinaisons qui sont faites et l'interprétation de ces combinaisons. Donc le et, si vous trouvez le premier cas qui est faux, automatiquement on s'arrête. Donc si par contre, le premier, il est vrai, donc je vais exécuter le deuxième. Et donc là, tout dépend de l'existence de fou. S'il existe, automatiquement, on va exécuter la deuxième et donc ça va imprimer le message. Si par contre, il n'existe pas, automatiquement, la première, elle va s'arrêter. Ça veut dire que cette combinaison, elle est dictée par quoi? Elle est dictée par celle-là. C'est-à-dire que ça, imaginez que vous avez que votre fichier n'existe pas. D'accord? Donc, celui-là, moins un faux va donner faux, puisqu'il n'existe pas. Le non, ça va donner vrai. Donc, vrai, ce qui permettra d'aller à la deuxième et de l'exécuter, et ce qui va me donner ça. Donc là, ça vous donne les combinaisons de ces opérateurs pour décrire un cas composé d'expressions simples. Alors,
Ces différents cas peuvent être exprimés par la conditionnelle. Donc, on a parlé de la condition qui est le résultat de l'évaluation d'une expression. On peut combiner ces différents cas grâce à la conditionnelle. Donc, c'est ce qui existe dans le langage de programmation. Vous avez le if then else, ça veut dire si la condition est vraie, alors faire ceci, sinon faire cela, etc. Ça, il peut être exprimé par la conditionnelle, la structure de contrôle if, qui a été aussi introduit dans les langages, dans le shell, pour exprimer les différents cas de figure. Et donc, vous avez cette possibilité, regardez ici, if -foo, then echo, le fichier existe. Donc, si le fichier existe, donc ça permet d'exprimer le premier cas qui a été cité tout à l'heure. Donc, le premier cas tout à l'heure, dans le cas où le fichier existe, voici, je vous rappelle l'élément. Donc, ici, si foo est vrai, alors j'exécute la suivante. Et donc, ça me permet d'imprimer le message. Donc, cela peut être effectué grâce au if sous cette forme-là. If -foo, then echo, le fichier existe. Alors, else, ce que j'ai mis, c'est continue. Rappelez-vous que continue, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent du langage C. C'est une instruction vide, ce qui permet de continuer et de sortir de la structure de contrôle. Là, on est dans la structure de contrôle du if. Alors, je vous rappelle que if, cette structure, elle a la syntaxe suivante, if, then, else, et ça se termine par phi. Phi, c'est quoi? C'est à vrai dire, on prend le mot-clé if, il suffit de l'inverser. Et ça, c'est un peu le cas de toutes les structures de contrôle, elles sont écrites sous cette forme-là. Donc, vous prenez le mot-clé, ensuite, pour délimiter le bloc de ce mot-clé, de cette structure de contrôle, donc on met le mot-clé à l'inverse. Donc ici, c'est le if. Pour marquer la fin du if, c'est quoi? Il suffit de mettre fi. Donc c'est la syntaxe qui a été retenue. Donc quand je dis ici continue, ça fait quoi? Ça fait sortir l'exécution de ce bloc de contrôle. C'est-à-dire, je vais sortir, je vais me mettre juste derrière le fi. Et la même chose pour le cas inverse, quand le fichier n'existe pas. Donc, automatiquement, si il n'existe pas, donc je n'imprime rien. Par contre, donc, si le fichier existe, je n'imprime rien. Si le fichier n'existe pas, automatiquement, je vais imprimer ça là. Donc, ça, c'est une autre manière d'exprimer les cas de tout à l'heure qu'on a montré à travers les exemples. Donc, ici, ça vous donne la structure de contrôle qui est le if. Donc, c'est le if classique que vous connaissez, exprimé juste avec les mots-clés if, then else. Alors, on a aussi un opérateur. Donc, l'opérateur est, donc, qui est exprimé par le -a, pour dire all. Donc, ça va revenir, ça va donner le vrai si toutes les conditions sont vérifiées. Si une des conditions n'est pas vérifiée, automatiquement, ça va être le résultat est faux. Alors, regardez ici, ça permettra d'exprimer cette condition avec cette condition. Et donc, ça c'est pour dire que l'évaluation de toute l'expression, c'est d'exprimer tous les éléments à l'intérieur. Et tu peux combiner ça avec d'autres instructions qui peuvent exister. Et ça nous donne une combinaison d'opérateurs un peu plus évolués. Alors, tu as le all, comme tu as le ou aussi qui est exprimé par le o. Donc, les conditions sont rassemblées. La condition l'ensemble l'est aussi, c'est-à-dire que si toutes les conditions sont vraies, tu peux avoir la condition d'ensemble. Donc, s'il y a aussi une condition qui est vraie, ça va donner que l'ensemble qui permet d'avoir l'ensemble
qui est vrai. Donc ici, ça permettra de tester cette égalité si elle est vraie et en même temps si ce fichier-là n'existe pas. Donc là, pour ces conditions, c'est-à-dire si je n'ai pas les droits d'accès, ou bien que le fichier n'existe pas, donc dans tous les coups, je vais afficher ça, c'est-à-dire soit ça qui est vérifié, ou bien les deux qui peuvent être vérifiés en même temps. Donc ça, c'est un peu l'interprétation de la syntaxe. J'ai aussi d'autres opérateurs qu'on appelle les opérateurs arithmétiques. Donc, tout à l'heure, les opérateurs qu'on a vus, c'est ce qu'on appelle les opérateurs logiques, c'est-à-dire ils permettent d'exprimer une condition si elle est vraie ou elle est fausse. Là, ça permettra d'exprimer des conditions arithmétiques. Donc, les conditions arithmétiques, ça permet de dire tu as deux valeurs, est-ce que ces valeurs sont égales ou bien une valeur est supérieure à l'autre ou supérieure ou égale à l'autre, et ainsi de suite. Donc, vous avez les différents opérateurs qui sont ici. Donc, EQ, qui veut dire equal, donc ça permet de montrer par rapport au langage C, c'est l'égalité, ou bien par rapport au truc mathématique, c'est l'égalité. NE qui veut dire not equal, et donc c'est le signe différent mathématique. GT qui veut dire greater than, donc supérieur à, donc avec le symbole supérieur. Lesser than, donc inférieur à, donc le signe inférieur. Greater or equal, donc supérieur ou égal, donc le symbole mathématique supérieur ou égal, ou bien lesser or equal, ce qui veut dire inférieur ou égal. Donc, vous pouvez comparer deux expressions, donc une première expression qui donne un résultat, la deuxième, elle donne un autre résultat, et vous pouvez comparer ça à ce que le premier est supérieur, égal ou supérieur ou égal. Donc, vous avez toutes les combinaisons qui sont offertes grâce à ces différents opérateurs arithmétiques. Donc ici, un exemple simple, ce qui permet de faire des tests simples. Donc ça, ces tests, je vous rappelle, c'est un peu l'évaluation de l'expression. Ça permettra de dire est-ce que 2 est inférieur à 3, inférieur, less than. Donc ça, c'est ce qui est normal. Donc celle-là, est-ce que 2 est supérieur à 3? Ça, c'est absurde, c'est pas possible. Et donc, vous pouvez exprimer ça par des variables. On avait dit qu'on peut utiliser les variables. Petit égale à 2, grand égale à 2. Vous pouvez tester le contenu de ces variables pour dire $petit not equal à 3. Donc, petit qui n'est pas égal à 3, ce qui est tout à fait normal, on imprime ce message. Comme tu peux tester, est-ce que 2 est equal à grand? Donc, ça, c'est absurde. Pourquoi 2 n'est pas égal à 3? Donc, si on exécute ça, vous allez obtenir, c'est normal, c'est anormal. C'est normal de fond. Alors, opérateurs maintenant qui existent et qui sont liés au fichier, à la manipulation du fichier. Alors, rappelez-vous, on avait dit que les fichiers étaient de plusieurs types, particulièrement les trois types essentiels. Fichier ordinaire, un fichier directory, comme ça peut être dans un cas particulier, ce qu'on appelle le fichier symbole, c'est-à-dire qui fait un lien entre un fichier et un autre. Donc, vous avez l'opérateur -e, c'est ce qu'on appelle l'opérateur d'existence. Ça permettra de tester. Tout à l'heure, on a fait des tests, et à vrai dire, ce sont des tests qui sont liés au fichier. Donc, -e, ça vérifie l'existence d'un fichier, c'est-à-dire un fichier au sens le plus large. Ça peut être un fichier simple, comme ça peut être un fichier ordinaire. Donc, vous testez, est-ce qu'il existe dans l'arborescence ou pas, c'est tout. Par contre, si vous mettez -f, ça permettra de vérifier l'existence d'un fichier, je dirais, au sens ordinaire, simple. Et comme vous pouvez spécifier que, est-ce que le fichier existe en tant que répertoire. Donc, le répertoire, c'est D, donc il permet de dire directory. Le link, c'est pour le lien symbolique. Tu peux avoir aussi des tests qui sont relatifs à la taille, puisqu'on avait dit que chaque fichier occupe de l'espace. Donc, automatiquement, tu peux savoir à un moment donné, est-ce que le fichier est vide ou pas. Donc, la vérification
de ce fichier, est-ce qu'il est vide ou pas, c'est grâce à l'opérateur -s qui permet de parler de size, c'est-à-dire est-ce qu'il a une taille supérieure à 0 ou bien il a une taille qui est égale à 0. Alors, on peut avoir aussi des opérateurs sur les liés aux fichiers, puisqu'on a vu les droits d'accès concernant les fichiers. Donc, tu peux voir, est-ce que ce fichier, tu peux le lire. Donc, grâce à l'opérateur -r, readable. Donc, ce qui permet de dire, est-ce que le fichier peut être lu ou pas. Comme tu peux avoir les autres types de droits d'accès, tels que l'écriture ou bien l'exécution. Comme tu peux avoir aussi un opérateur lié à rappelez-vous, on avait dit que chaque fichier avait un ensemble de propriétés parmi lesquelles le nom, le propriétaire, les droits d'accès. Il a aussi la date de création, ou bien ce qu'on appelle la date de la dernière modification. Donc, on peut comparer les dates concernant des fichiers pour savoir à un moment donné quel est le fichier qui est le plus récent par rapport à un autre. Donc, je peux comparer deux fichiers en disant NT, newer than, qui vérifie si un fichier est plus récent qu'un autre. C'est grâce à cette date-là qu'on va voir la date récente, la plus récente par rapport à l'autre. Ou bien tu peux avoir l'inverse de ça, qui permet de dire quel est le fichier qui est le plus ancien par rapport à un autre. Alors voici un exemple qui permet de tester des fichiers s'ils existent ou pas. Donc là, on peut vérifier un fichier, est-ce qu'il existe ou pas. S'il existe, on imprime le message d'existence ou bien c'est l'inverse. On peut vérifier le fichier, est-ce qu'il s'agit d'un répertoire ou pas, donc grâce à l'opérateur D. Et on peut le tester comme étant un fichier ordinaire grâce à l'opérateur F. Et par la suite, je peux tester, par exemple, ici, est-ce que VIMRC est plus récent que Emacs ou pas. Et donc, ça me permet d'imprimer le message en conséquence. Et donc, ça, c'est un peu des opérateurs qui sont liés beaucoup plus à la condition et à l'expression d'une condition. Donc, comme vous le voyez, je peux exprimer une condition soit par des opérateurs logiques, soit par des opérateurs arithmétiques, soit par des opérateurs qui sont liés à des fichiers et aux propriétés des fichiers. Alors, ça, c'est le préalable qui nous permet d'écrire, je dirais, des scripts un peu plus évolués, donc qui permettent de tester, je dirais, des valeurs dynamiquement pendant l'exécution du script. Et, sauf que ça nécessite d'étoffer au fur et à mesure, je dirais, les structures pour avoir des scripts qui sont un peu plus complexes. Alors, on a vu la conditionnelle classique, c'est if then else. On peut avoir une conditionnelle, je dirais, qui est imbriquée. Donc, vous avez le if, le then, qui est le alors. Tu peux avoir aussi le elif. C'est à vrai dire la combinaison de else quand tu fais if, then. Ensuite, dans le else, tu vas encore tester. Donc l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de mettre if. El qui veut dire else, if. Donc si tu es dans la condition contraire, tu vas encore tester la valeur par rapport à une autre expression. Et donc le if peut s'exprimer avec ça, ce qui permet de donner la condition imbriquée. Sinon, tu as le else qui est donné. Et bien entendu, vous remarquez que la fin du bloc est déterminée par FI, qui est l'inverse. Ça veut dire c'est à l'envers le if que vous renversez. Ça permet de marquer, de délimiter la structure de if, qui commence à partir de if et se termine avec FI. C'est un peu les gens qui ont fait algorithmique. Quand on vous a appris à écrire l'algorithme, c'est vous écrivez si, condition alors, sinon. Ensuite, vous terminez le bloc par FSI, qui veut dire le fin si. Donc ça, c'est ce qui permet d'exprimer effectivement la même chose de la fin du si. Et donc, vous avez la syntaxe, globalement, elle est sous cette forme-là. If, commande, point virgule, then, commande, point virgule, else, commande, point virgule, fi. Ça, c'est la syntaxe retenue par
les différents, je dirais, interpréteurs. Donc, vous remarquez ici, j'ai mis point virgule, ce qui me permettra d'écrire une commande juste derrière, la suite juste derrière, parce que sinon, je dirais la contrainte retenue par le shell, c'est d'écrire une seule commande par ligne. Donc, automatiquement, il fait la séparation grâce au retour à la ligne suivante. Donc, si je ne veux pas de retour à la ligne suivante, il suffit de mettre point virgule. Et rappelez-vous, ça, c'est ce qu'on avait appelé l'exécution synchrone qui permet de montrer un peu la différence entre les différentes instructions. Alors, je peux avoir la forme imbriquée, donc soit cette forme simple, la première, ou bien je peux avoir la forme imbriquée if condition, then commande, else, if condition, then commande, else commande fi. Donc ça, c'est ce qui permet d'exprimer une condition imbriquée. Donc vous voyez que j'ai exprimé une condition, si elle est vraie, j'exécute ça. Si elle n'est pas vraie, je vais exécuter une autre condition. Et si cette condition est vraie, je fais ça, else, je fais ceci. Donc ça, c'est ce qui exprime la conditionnelle imbriquée. Alors voici un exemple. If test $user égale à Ali, then echo, le hachoir va se mettre en marche. Mettre le hachoir en marche. Else, echo, quand tu seras grand, $user, echo, et fais bien attention en traversant la rue. Donc ça, c'est ce qui permet d'exprimer le if then else. Donc si la condition est vraie, ça veut dire qu'il s'agit de l'utilisateur Ali, donc tu vas avoir l'exécution de cette partie-là, de echo, ensuite mettre en marche le hachoir, etc., et faire les travaux. Else, tu vas avoir ce message qui sera imprimé pour l'utilisateur. Alors, voici un exemple qui permet d'exprimer la conditionnelle imbriquée, c'est-à-dire une condition à l'intérieur d'une autre condition. Donc, je vais voir mon répertoire de travail, donc ce script que j'appelle mon PWD. Alors, je vais tester le PWD. Est-ce qu'il est égal à home? Donc, si c'est le cas, je vais imprimer le message. Vous êtes dans votre répertoire d'accueil. Donc, ce qui est tout à fait logique, parce que si le répertoire de travail est égal à home, on sait que $home, on avait dit que c'est une variable prédéfinie qui contient le home de l'utilisateur. Et PWD indique toujours le répertoire de travail. Et donc, à un moment donné, si les deux sont égaux, ça veut dire que je suis dans mon répertoire home. If, donc je vais tester else if. Donc, si la première n'est pas vraie, ça veut dire que je ne suis pas dans mon home. Donc, je vais tester est-ce que test $pwd est égal à $home/bin. Ça veut dire que je me retrouve, si ça c'est égal, ça veut dire que je me retrouve dans le fichier, dans le répertoire d'exécutables. Pourquoi? Parce qu'en général, le répertoire bin, c'est le répertoire où on met les exécutables. Et donc, automatiquement, j'imprime ce message. If, donc là, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs imbrications donc dans la pratique. Et ça vous permettra de tester $pwd égale à $home bin Solaris. Et donc là, ce qui permet de dire, je ne suis pas dans le répertoire d'exécutable, mais je suis dans le répertoire d'exécutable pour Solaris. Solaris, c'est quoi en général? C'est un système Unix un peu particulier qui était développé pour des machines de type Solaris sur lesquelles s'exécutait Unix. Et remarquez, le dernier, c'est un else. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'arrive au else, le dernier, ça veut dire que la première condition n'est pas vraie. La deuxième n'est pas vraie. La troisième n'est pas vraie. Et donc, else, ça veut dire toutes les conditions qui ont précédé ne sont pas vraies. Et c'est pour ça que j'imprime le message. Vous n'êtes ni dans vous êtes dans un répertoire quelconque. Vous n'êtes ni dans home, ni dans home/bin, ni dans home/bin/Solaris. Vous êtes dans un répertoire qui est indiqué par PWD. Donc ça, c'est un moyen qui vous permet d'exprimer des conditionnels imbriqués, donc l'une qui est imbriquée dans l'autre. Ça veut dire que quand vous faites une imbrication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première n'est pas vraie.
La deuxième n'est pas vraie, la troisième n'est pas vraie, etc. Et donc, si vous arrivez au dernier lieu, ça veut dire que toutes les conditions qui ont précédé ne sont pas vraies. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à écrire le dernier message en conséquence. Alors, vous avez aussi, ça c'est le moyen le plus pratique d'écrire des conditions imbriquées. Donc, les gens qui ont programmé avec le langage C le connaissent. C'est le cas de l'opérateur switch qui est utilisé. Donc, l'opérateur switch, c'est un peu, ça exprime ces différentes cas de figure de conditionnel, c'est-à-dire tu testes, est-ce que c'est ce cas? Si ce n'est pas ce cas, est-ce que c'est le deuxième cas, c'est le troisième cas, etc., jusqu'à arriver au dernier. Et c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. On a essayé de voir, est-ce qu'on est dans Home? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on est dans Home Bin? Sinon, est-ce qu'on n'est pas dans Home Bin Solaris, etc. Donc là, c'est, à vrai dire, le test de plusieurs cas possibles. Donc, cette manière de faire, dans le langage C, il y a l'opérateur switch. Donc, cet opérateur qui est exprimé ici dans le langage de script grâce au mot-clé case. Donc, le case, c'est quoi? Ça permet de... sa syntaxe est la suivante. Case, une chaîne. Ça veut dire que là, on verra par la suite qu'on s'assure que c'est une chaîne de caractères. Ça veut dire que même quand on évalue, il faut la convertir en chaîne de caractères pour pouvoir arriver, ce qui est le cas aussi dans le langage C, c'est de la convertir en chaîne de caractères pour tester les différents cas de figure. Donc, case chain in, donc c'est le mot-clé. Donc, les mots-clés, c'est case, c'est aussi in. Ensuite, on donne le motif 1, parenthèse, et on exécute commande. Et vous voyez que vous avez les deux points-virgules. Pour les gens qui connaissent un peu le langage C, dans le switch, ce que vous faites, vous mettez case, switch, donc case, le premier cas. Donc, vous allez exécuter les instructions. Et ensuite, pour dire sortir de l'instruction, vous mettez l'instruction break. Donc ici, au lieu de mettre break, il suffit de mettre deux points-virgules. Donc les deux points-virgules sont importants. Pourquoi? Parce que ça permet de dire j'exécute le motif 1. Quand c'est le motif 1, j'exécute ces commandes, commande 1, et ensuite, ces deux points-virgules, qu'est-ce qu'ils expriment? Ils expriment le fait que vous allez sortir de cette structure de contrôle, c'est-à-dire vous allez vous mettre après la dernière structure qui est ESAC, qui permet de dire c'est la fin de case. Donc, remarquez case ici, on l'a écrite d'une manière inverse, E-S-A-C. Et donc, on sort de ce bloc vers la commande qui suit ici. Et donc, celle-là, comment elle va fonctionner? Elle va tester chain par rapport au motif 1. S'il y a égalité, j'exécute ça. S'il n'y a pas égalité, je vais tester par rapport au motif 2, et ainsi de suite. Si ce n'est pas égal, je vais exécuter à partir du motif n et je sors. Donc ça, c'est le principe de, je dirais, d'exécution de cette commande qui est cette commande de structure, je dirais, qui permet de contrôler l'exécution des commandes, qui s'appelle le case. Donc, ce case, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, puisqu'il y a une équivalence sémantique avec, donc j'avais dit, si c'est le premier cas, si ce n'est pas le premier cas, c'est le deuxième cas, et ainsi de suite. Donc, regardez ce que je fais. Je fais $PWD. Alors, comme j'avais dit, c'était une chaîne. Donc, pour dire que ça, c'est une chaîne, donc regardez ici ce que j'ai mis entre cotes. C'est un peu la même chose de la commande echo. Echo, elle fait quoi? Elle permet d'imprimer le message. Pour lui dire que c'est un message de chaîne de caractères, on les mettait entre deux cotes. Donc, ici, c'est la même chose. Ça veut dire que là, tu exécutes la commande. Donc, cette commande, elle te donne un résultat. Ce résultat est pris comme étant une chaîne de caractères. Donc, cette chaîne de caractères, tu vas la tester. Regardez ici. Pour le premier cas, je mets entre cotes $home. $home, ça me donne le nom du répertoire home. Donc, en mettant entre cotes, ça veut dire que ça va être une chaîne de caractères, ce qui me permettra de faire cette comparaison entre cette chaîne de caractères et cette chaîne de caractères. Donc, les deux chaînes de caractères, donc entre cotes $PWD et entre cotes $home. Donc, s'il y a égalité, je vais exécuter cette commande qui est echo, ce qui me permet d'imprimer le message. Et regardez, juste derrière, je mets deux points-virgules. Donc, deux points-virgules pour dire quoi? Pour dire j'exécute ça,
et je vais sortir de tout ce bloc-là. Donc, je vais sortir à l'extérieur de ce bloc. Et donc, si par contre, celle-là n'est pas vérifiée, donc l'interpréteur de commande, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer au deuxième cas. Donc, il va tester PWD par rapport à $home/bill. S'il y a égalité, il fait ceci. Sinon, il passe au suivant. Et ainsi de suite. Et donc, automatiquement, je peux énumérer un ensemble de cas. Donc, le premier motif, le deuxième motif, le troisième motif, etc. Ce qui permet de représenter, là, dans ce cas, c'est quoi? C'est les chemins de répertoire, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, ces chemins de répertoire qui sont donnés explicitement, si ce n'est pas le cas, donc ça peut être n'importe quel répertoire. Alors là aussi, on reprend un peu je dirais, les caractères spéciaux qu'on a déjà vus. Rappelez-vous, on a vu le caractère spécial étoile. Là, l'étoile, je peux l'utiliser. Donc, ce que je mets entre cotes étoile. Étoile, c'est quoi? C'est n'importe quelle chaîne de caractères, c'est-à-dire n'importe quel chemin qui peut mener de la racine vers un répertoire donné. Et donc, c'est cette étoile-là qui permet de me dire n'importe quel répertoire qui peut exister. Donc, étoile, c'est un caractère générique, donc ça peut générer n'importe quelle séquence de chemin. Et donc, je résume le reste pour dire je suis dans aucun des. Ça veut dire que je ne suis dans aucun cas qui ont précédé. Ça veut dire tous ces cas qui ont précédé, ils ont été faux, c'est-à-dire il n'y a pas d'égalité. Et donc, automatiquement, c'est un autre répertoire qui est quelconque. Et donc, ce répertoire quelconque, quand je dis quelconque, ça veut dire, il faut bien comprendre la sémantique, quelconque, pour dire c'est tous les répertoires, sauf ceux qui ont été déjà énumérés ici. Ça veut dire que ça ne vérifie aucun des éléments qui l'ont précédé, et ça peut être n'importe quel autre chemin. Et donc, je vais exécuter la commande pour dire je suis dans un répertoire quelconque. Ce quelconque, il faut le comprendre comme étant en dehors des cas cités précédemment. C'est un peu la même chose pour les gens qui ont fait le C. Dans le switch, vous avez les différents cas et vous avez ce qu'on appelle le dernier cas qui est default. Default, c'est quoi? C'est tous les cas, sauf les cas qui ont précédé. Ça veut dire que ce n'est aucun des cas qui ont précédé et ça peut être n'importe quel autre cas possible. Alors ici, un autre cas de figure, c'est pour $var. Donc j'ai une variable et là je vais voir est-ce que cette variable, elle est sous cette forme-là. Donc il peut s'écrire sous forme numérique ou bien sous forme alphabétique, etc. Donc ça, c'est un moyen de l'exprimer. On continue notre présentation du langage shell. On a vu le if, avec le if imbriqué. On a vu l'aiguillage grâce au case qui permet d'exprimer le test de plusieurs cas possibles. Et ce test de plusieurs cas possibles, parfois il y a je dirais des cas particuliers qu'on peut exprimer d'une manière un peu plus simple. Ça, c'est un peu tout ce qui est fait comme outil syntaxique qui est offert à l'utilisateur pour lui permettre de faire les choses d'une manière un peu plus simple. Donc, imaginez que dans le case, on avait dit qu'on va énumérer tous les cas possibles. Et le dernier cas, en général, c'est le cas par défaut, c'est-à-dire qui ne correspond à aucun des cas précédents. Alors, dans certains cas, ce que vous pouvez avoir dans l'énumération des cas du case, c'est que le traitement qui est consacré à un ou plusieurs cas, c'est un traitement qui est similaire. Donc, si vous écrivez ça de la manière la plus classique, vous écrivez le premier cas et vous écrivez le traitement. Ensuite, le deuxième cas, et ce traitement, il s'avère que le traitement, le premier et le deuxième sont les mêmes, identiques. Donc, vous pouvez aller jusqu'au troisième, par exemple, quatrième, pour dire les 4 premiers cas, c'est le même traitement. Ensuite, pour le 5e cas, c'est un autre traitement, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez exprimer ça d'une manière un peu plus simple, grâce à une écriture syntaxique. Regardez ce qu'on fait. C'est un case, et par la suite, on va le mettre. J'ai ce cas-là, et ces 3 cas. Ça veut dire que les 3 cas, c'est le même traitement que je vais faire.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais les regrouper, je ne vais pas les écrire sous la forme classique. Regardez, là, ça veut dire que vous avez le premier cas, cette barre-là, qui indique, à vrai dire, un opérateur qui est le OU. C'est l'équivalent du OU pour dire soit c'est ce cas-là, soit c'est ce deuxième cas, soit ce troisième cas. Donc, dans les trois cas de figure, je vais exécuter cette commande-là. Et donc là, c'est l'expression de trois cas différents, puisque chaque motif est différent de l'autre, sauf que le traitement qui est associé à chaque motif est le même. Donc, j'écris la commande associée une seule fois. Et ça, c'est pour regrouper un ensemble, je dirais, de cas. Et bien entendu, le dernier cas par défaut, c'est toujours l'étoile qui permet de montrer la différence des cas. Donc ça, c'est beaucoup plus un outil syntaxique qui permet de regrouper les cas qui sont identiques avec une même et unique commande. Alors, une autre structure de contrôle qu'on retrouve dans les langages de programmation et qu'on retrouve ici, c'est de la même manière la boucle. L'idée, c'est quoi? Vous avez une suite de commandes et vous voulez les exécuter un certain nombre de fois. Tant qu'une certaine condition est vérifiée, vous exécutez votre boucle. Donc, la syntaxe, elle est donnée par ce qui suit. Donc, le mot-clé while, vous avez la condition, do, commande, et la fin de cette structure qui est done. Donc, c'est l'équivalent de l'algorithmique, la boucle tant que, faire, fait, ce qui permet de fermer la boucle. Et donc, la boucle tant que, elle s'exprime sous cette forme-là. Donc, en anglais, c'est le while qui donne cette boucle. Alors, voici un exemple simple. Donc, echo, tapez le mot de passe, read password. Ensuite, vous faites un test. Est-ce que votre password est égal à un certain nom, un mot qui est prédéfini? Donc, vous avez, tant qu'il est différent du mot de passe qui est sauvegardé, automatiquement, ça veut dire que le mot de passe tapé est incorrect. Donc, do while, il y a le message qui s'affiche, mot de passe incorrect. Ensuite, vous demandez à l'utilisateur de taper encore une fois son password et la boucle continue. Donc, quand est-ce qu'on sort de cette boucle? C'est tant que cette condition est vraie, je fais ce qui est à l'intérieur de la boucle. Si une fois que la condition n'est pas vérifiée, ça veut dire quoi? Là, c'est point d'interrogation égal. Ça, c'est l'équivalent de différent. C'est-à-dire que ça, c'est différent de ça. Donc, il n'y a pas l'égalité. Donc, automatiquement, quand cette condition n'est pas vérifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a égalité. Donc, quand il y a égalité, je vais sortir de cette structure. Et donc, je me mets juste après la fin de structure qui est done. Je vais exécuter ça. Mot de passe correct. Bienvenue sur l'ordinateur Unix, etc. Donc, ça, c'est ce qui permet d'exprimer la boucle qui est while. Donc, exprimé grâce à une condition. Je vous rappelle que test, ça permet d'exprimer la condition. Donc, c'est une condition qui est évaluée. Ensuite, si elle est vraie, automatiquement, j'exécute ce qu'il y a à l'intérieur de ma boucle while. Alors, voici un autre exemple qui permet de créer ces comptes fichiers. Donc, un moyen de le faire, c'est quoi? Je mets numéro est égal à 1. Et ensuite, je fais while test $numéro différent de 51. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais évaluer le numéro et je vais le tester par rapport à 51. Donc, au départ, c'est 1. Donc, 1 n'est pas égal à 51, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, do, qu'est-ce que je fais? J'applique cette fonction, cette commande qui s'appelle touch. Touch, c'est quoi? Ça permet de créer un fichier avec que vous donnez le nom, je dirais, qui existe derrière. Alors, comme je veux créer ces comptes fichiers, il faudrait donner un nom à chaque fichier qui soit différent. Un moyen de le faire, c'est quoi? C'est je prends cette racine qui est fichier, et ensuite je vais lui mettre concaténer à quoi? $numéro.
au départ, numéro est égal à 1. Ça veut dire que je vais créer le fichier qui s'appelle fichier 1, puisque $numéro sera remplacé par 1. Et donc, automatiquement, ça me permettra de créer le fichier 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets numéro égal dollar numéro plus 1. Ça, c'est ce qui permet d'évaluer dollar numéro, ça prend le contenu de ça, ça lui rajoute 1, donc ce qui permettra de l'évaluer. Et ensuite, le résultat de l'évaluation de ça, donc c'est une valeur qui sera affectée à numéro. Donc numéro recevra numéro plus 1, et donc ça va obtenir numéro, il va avoir la valeur 2, et ensuite ça va boucler jusqu'à tant que le numéro est différent de ses contiens. Quand il arrive à ses contiens, automatiquement il va sortir, donc ce qui me permet de créer effectivement 50 fichiers dont le nom est différent. Pourquoi? Parce que chaque fois, la valeur, elle change. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à avoir des noms de fichiers qui sont différents. Donc, j'aurai tous les fichiers, fichier 1, fichier 2, jusqu'à fichier 50. Une autre version de ça, vous pouvez l'écrire autrement. Ça, c'est ce qui permet d'exprimer un peu les choses. C'est beaucoup plus d'un point de vue algorithmique. Quand on écrit les programmes, la tendance, c'est d'essayer d'éviter d'avoir des constantes à l'intérieur de votre test, de vos tests que vous utilisez. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si tu veux changer ton programme, ça veut dire que là où il y a les tests de ces constantes-là, il faut aller à tous ces tests et changer toutes les valeurs qui se trouvent dans ces conditions. Une programmation qui est un peu plus, je dirais, plus souple et plus facile à maintenir par la suite. Donc, si vous avez des valeurs constantes que vous utilisez comme des tests dans vos programmes, il suffit de les exprimer par des variables au départ et les initialiser. Et par la suite, il suffit de changer juste la variable. Ça veut dire que tout votre programme, il va rester correct. Et vous pouvez facilement l'exécuter. Ici, on avait testé par rapport à la valeur de 51. Donc, cette valeur limite, ce que je peux décrire une variable dès le départ, je l'initialise à 51 et par la suite, j'exprime mon programme grâce à le test par rapport $numéro par rapport à $limite. Et donc, imaginez que vous avez plusieurs portions de code où vous utilisez le 51, ça veut dire que si vous voulez à un moment donné modifier, il faut partir à toutes les étapes, toutes les commandes qui contiennent cette valeur 51 et la changer. Par contre, ici, si vous voulez changer ces contiens, il suffit de changer juste la valeur limite initialisée et tout le programme restera correct. Donc ça, c'est pour attirer votre attention à un moment donné. Si je fais écrire des programmes un peu plus souples à maintenir et, par la suite, on recommande d'utiliser cette technique. Alors, je peux voir aussi, il y a la boucle while, vous avez aussi la boucle until. Il y a une certaine sémantique un peu différente entre les deux. Dans la boucle while, vous avez la condition, ça veut dire quand vous commencez, vous testez la condition et ensuite vous commencez à voir l'exécution du corps de la boucle un certain nombre de fois tant que la condition est vérifiée. La boucle until, elle change, je dirais, d'une manière d'écrire la boucle. Donc, dans l'expression, la boucle while, ça permet d'exprimer la condition d'arrêt, et donc la condition, je dirais, d'exécution de la boucle. Tant que la condition est vérifiée, j'exécute la boucle. Par contre, le until, ça permet de dire, tiens, je vais m'arrêter une fois que j'ai une telle condition. C'est-à-dire que je vais exécuter et je vais m'arrêter une fois que j'ai une certaine contrainte qui est vérifiée. Et donc, la syntaxe est la suivante. Until condition. Donc, ce que je fais, je vais exécuter les commandes. Et donc, c'est une autre manière de voir les choses. Donc, si je prends l'exemple de tout à l'heure, vous avez le password qui est lu, et je dirais que until test password égale à mot de passe correct,
je vais exécuter le code qui est suivant. Et donc, ça, c'est la manière de voir le until par rapport au password. Donc, on est au niveau de termes d'écriture. Donc, vous voyez que ici déjà, j'étais obligé de changer la condition. Ce n'est pas la même condition. Ça, c'est la condition qui permet de dire je m'arrête à ce niveau-là. Quand il y a l'égalité, je m'arrête, c'est-à-dire je ne vais pas exécuter la suite qui se trouve ici. Alors, il y a aussi dans les boucles, en plus de while et until, vous avez la boucle for, qui est un peu l'équivalent du langage C. Donc, en algorithmique, c'est ce qu'on appelle la boucle pour, qui permet d'exprimer un certain nombre de fois la boucle. Et donc, vous allez exécuter votre boucle pour un certain nombre d'itérations qui est faite. Donc, sa syntaxe est la suivante, c'est for, vous allez avoir une variable, in liste de chaînes, ça veut dire que cette variable, elle figure dans la liste de cette chaîne. Vous allez exécuter pour chaque occurrence de cette variable les commandes qui se trouvent ici, dont do et done, donc c'est les mots-clés qui sont retenus. Donc ici, les mots-clés qui sont retenus, c'est for, in, do et done. Et donc, vous allez exprimer cette variable qui se trouve dans cette liste de chaînes. Et donc, pour chaque occurrence, vous allez exécuter. On va voir pour exprimer cette condition. Donc, regardez ici, fichier liste. Ça me permet de lister les fichiers. Ça veut dire qu'à un moment donné, je me retrouve dans le répertoire quelconque. Donc, ce que je mets for element in étoile. Donc, étoile, c'est quoi? J'avais dit que c'est un caractère qui est générique. Alors, en général, par défaut, ça va chercher dans le répertoire courant tous les fichiers qui sont disponibles. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le premier fichier, il va l'affecter à élément. Ensuite, il va exécuter do echo $élément. Ensuite, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la deuxième valeur qui se trouve dans le répertoire courant, il va l'affecter à élément, et ainsi de suite. Ça veut dire que ce script-là n'est autre que le script que vous connaissez, c'est de la commande qui est ls. ls, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche le contenu du répertoire courant. Donc ça, ce script-là, il fait typiquement la même chose que ls. Alors voici l'exemple de tout à l'heure. On avait dit qu'on voulait créer 50 fichiers. Voici avec la boucle for comment le faire. Donc là, on introduit une nouvelle commande qui s'appelle sec-ab. Alors, la commande sec-ab, ça permet de compter de A jusqu'à B. Et donc ici, quand je donne sec 1, 50, ça veut dire quoi? Ça veut dire la séquence des valeurs de 1 jusqu'à 50. Ça veut dire c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la valeur 50. Et donc ici, ce qui est fait, regardez ce qu'on fait for variable. Ma variable, je l'ai appelée numéro. Donc, in, ce qui est le mot-clé, et ensuite, entre deux apostrophes inversées, sec 1,50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dis par rapport, si vous revoyez votre cours, ça permet d'exprimer, de dire, tiens, je demande à l'interpréteur d'exécuter cette commande. Et ensuite, ces résultats-là qui sont fournis comme étant des chaînes qui sont offertes à la variable. Donc, la variable numéro, elle va puiser ces valeurs dans quoi? Dans le résultat de l'exécution de la commande sec de 1 à 50. Et donc, sec de 1 à 50, elle va fournir tous les numéros de 1 jusqu'à 50. Et donc, je vais prendre le 1, je vais l'affecter à un numéro, ce qui me permettra d'exécuter par la suite tout fichier 1. Donc, ça me donne le fichier 1. Ensuite, numéro va puiser la valeur dans la chaîne, dans la liste qui est donnée par sec de 1 à 50, c'est-à-dire 2, et je l'exécute, je l'affecte et je l'exécute, et ce qui me permettra d'avoir la liste des fichiers qui s'appelle fichier 1, fichier 2, jusqu'à fichier 50. Alors, je peux avoir aussi
une autre structure de contrôle qui est utilisée. Donc, ça, c'est un moment donné qui est très utile pour je dirais, aiguiller l'exécution des scripts. Donc, là, c'est la commande qui est, ou la structure select. Donc, select qui, elle, permet de sélectionner une valeur parmi des valeurs qui sont déjà prédéfinies. Donc, quand on écrit le script, on doit définir quelles sont les commandes qui sont prédéfinies. Alors, regardez ici, si on est en train d'écrire un petit script qui permet de recenser un peu les avis des uns et des autres, êtes-vous favorable au remplacement du système classique par le LMD? C'est-à-dire, est-ce que on veut savoir votre opinion sur la question? Alors, en général, on vous dit répondez par pour ou contre. Ça veut dire que votre avis, c'est pour et contre. Et ensuite, vous avez le read opinion, donc ce qui permet de lire la réponse de l'utilisateur. Et cette réponse, elle est envoyée à un administrateur, par exemple, qu'on appelle Ali. Donc, regardez ce qu'on fait, echo $opinion. La barre, c'est quoi? Donc, rappelez-vous, c'est le pipe. Donc, le résultat de ça sera envoyé comme une donnée à ce mail, c'est-à-dire ça va constituer le message du mail. Puisque mail Ali, ça permet d'envoyer à Ali un message. Et quel est le corps du message? C'est celui qui provient de l'exécution de echo $opinion. Le problème de ça, si vous faites ça, vous risquez d'avoir quelque chose qui n'est pas, je dirais, souhaité, parce que quelqu'un, il peut répondre d'une manière, je dirais, entre guillemets, correcte, mais syntaxiquement, il se trompe. Par exemple, au lieu de taper pour, il peut taper P-U-O-R. Donc, et c'est juste lors de l'écriture, il y a une inversion des caractères. Comme c'est la même chose pour le oui aussi. Au lieu de taper oui, O-W-I, il peut taper O-I-U. Donc, il inverse les caractères entre eux. Et donc, ce qui va être quelque chose, si vous faites un petit script qui va comptabiliser les pour et les contre, vous allez voir qu'il y a des valeurs qui ne correspondent ni à pour ni à contre. Et donc, pour éviter ce genre de situation, on peut changer justement ce programme, ou ce script, en utilisant la variable select. Donc, select, c'est quoi? Ça permet de sélectionner une variable parmi les valeurs possibles. Donc, select variable in, variable possible. Ça veut dire que cette variable ne peut prendre qu'une des valeurs qui sont décrites ici. Donc, si la variable, elle a une des valeurs qui sont décrites ici, elle va exécuter les commandes. Si elles ne sont pas dans ces variables-là, elle ne pourra pas exécuter ces commandes. Donc, voici l'exemple de tout à l'heure qu'on peut automatiquement exécuter. Donc, là, êtes-vous favorable pour le remplacement du système classique, etc. Select opinion in pour contre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs possibles qui vont s'exécuter, donc c'est de faire, là vous avez le break, rappelez-vous le break, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de faire sortir de l'intérieur de ce bloc, et à la fin, donc si la valeur elle est entre les deux, soit ça, donc je vais sortir de ce select, et donc ce qui me permettra d'exécuter echo opinion bar mail Ali. Par contre, si la valeur n'est pas entre les deux, ça veut dire que le système, l'interpréteur, il va répéter la valeur pour que l'utilisateur tape correctement la valeur. Et donc, ce qui va se passer pour le select, c'est comme ça. Donc, l'exécution du script précédent, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le message. Ensuite, l'exécution du select, voici ce qu'il va afficher. Il va afficher 1 pour, 2 contre. Donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous devez taper soit 1, soit 2 pour exprimer votre opinion. Si vous tapez une autre valeur que 1 et 2, l'interpréteur il va continuer à vous afficher ces valeurs jusqu'à ce que vous tapez soit 1, soit 2 pour sortir de ce select. Et une fois que c'est fait,
il pourra sortir de ce select pour pouvoir réaliser les choses. Alors, pour vous en apercevoir, voici un petit script qui est, je dirais, beaucoup plus un piège. Donc, essayez de l'exécuter, vous allez voir que vous risquez d'être piégé. Donc, echo qui permet d'afficher ce message, donc qui te dit, qui te lance un défi, si tu arrives à sortir de ce script, je te donne 100 $. Donc, select issue, in, sortir, quitter. Donc, automatiquement, la commande ici, qu'est-ce qu'elle fait? C'est sortir, quitter, ça veut dire qu'il va t'afficher le message 1 pour sortir, 2 pour quitter. Et si c'est une des valeurs ici, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire do continue. Alors continue, qu'est-ce que ça fait? On avait dit que break, ça permet de sortir de la structure de contrôle qui est utilisée. Donc, que ce soit le case, que ce soit select, que ce soit n'importe quel autre bloc, vous allez sortir la boucle for ou n'importe quelle structure. Dès que tu mets break, ça permet de sortir de la structure que tu es en train d'exécuter. Là, par contre, le continue, qu'est-ce que ça fait? C'est par rapport à toutes les structures, c'est le même fonctionnement aussi. C'est vous êtes dans le corps de la structure. Quand vous mettez continue, ça permet de faire quoi? Ça permet d'aller à l'itération suivante. C'est-à-dire, quand on parle d'une boucle, c'est j'exécute une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc, si je suis à la troisième fois, vous arrivez à continue, ça veut dire qu'il vous dit tout simplement, ne faites rien, passez directement à l'itération 4. Et c'est comme ça que les choses sont faites. C'est-à-dire, à chaque fois, vous êtes à l'itération i, continue, ça permet d'aller à l'itération i plus 1. C'est ce que ça fait. Et donc, ici, si j'exécute ce script, voici ce qui se passe. Affichage du message, ensuite affichage du choix des valeurs. 1, sortir, 2, quitter. Donc, si tu appuies sur 1, qu'est-ce qu'il va exécuter? Il va exécuter continue. Donc, continue, ce qui permet d'être toujours dans la boucle et passer à l'étape suivante. Il va te demander d'écrire une valeur qui est parmi les valeurs. Tu vas essayer de mettre 2, par exemple, pour lui dire quitter. Donc, il va voir quitter. C'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce que si c'est soit sortir, soit quitter, il va exécuter quoi? Continue. Continue, ça permet d'aller à l'itération suivante. Et donc, du coup, tu peux taper autant que tu voudras. 1, 2, etc. Tu ne pourras jamais sortir de cette boucle. Et donc, le seul moyen de sortir de cette boucle, c'est quoi, à votre avis? C'est de taper une autre chose. Comment? C'est de taper un autre nombre, mais chez 1 ou 2, 3 ou Non, tout simplement, c'est ce qu'on a déjà vu pour mettre fin au processus. Il faut taper CTRL-C ou CTRL-D, ce qui permet de sortir du processus en cours d'exécution, c'est-à-dire de ce script qui est en train de s'exécuter. Sinon, tu tapes 1, 2, tu tapes n'importe quelle valeur, tu vas rester toujours à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand tu tapes une valeur en dehors de 1 et de 2, il va te remettre pour essayer de taper 1 ou 2. Et quand tu tapes 1 et 2, qu'est-ce qu'il fait? Il va reboucler. Et donc là, il va rester en boucle infinie. Le seul moyen de mettre fin, c'est de mettre CTRL-C ou CTRL-D pour terminer l'exécution. Alors, donc ça, c'est ce qui permet, je dirais, de faire les choses en utilisant ce select. Alors, tu peux avoir une autre forme d'écriture, ça veut dire que select, là, pour juste une clarification supplémentaire, tu mets do. Tu peux mettre case, par exemple, pour voir effectivement ce qu'il a tapé. Donc, case opinion in, pour contre, donc tu fais le break, ce qui permet de sortir. Donc, s'il fait autre chose, donc, qu'est-ce que tu mets? Tu mets continue. Et ensuite, echo, opinion, mail, ali. Et donc, avec ça, c'est une manière un peu plus claire qui permet de montrer effectivement le fonctionnement de select. Et donc, quand tu prends une valeur, tu sais que est-ce qu'elle a été choisie entre pour et contre ou bien une valeur qui est en dehors de pour et contre. Donc, si c'est une valeur entre pour et contre, donc qu'est-ce qu'on met? On met le brick. Brick, ça permet de sortir carrément de la structure. Et sinon, on met continue pour lui laisser la chance de donner la valeur
correcte. Alors, autre chose aussi, ce qui existe dans les langages de programmation et qui a été retenu aussi dans le langage de script, vous savez que chaque fonction, par exemple au sens du langage C, elle retourne un résultat. Donc, c'est un peu la définition mathématique d'une fonction. Chaque fonction retourne un résultat. Donc, la même chose pour la programmation en langage C, chaque fonction retourne un résultat. Alors, la même chose aussi est retenue, c'est que chaque commande dans le langage script, elle renvoie un code de retour. Donc, ce code de retour qui permet d'exprimer en général la commande, c'est-à-dire qu'elle s'est correctement exécutée. Donc, c'est toujours le code 0 qui permet d'exprimer cette notion vraie, ou bien un autre code qui permet de dire que la commande, elle a échoué. Et donc, ces commandes qui sont exécutées, elles renvoient toujours un résultat. Moralité, ça veut dire que les commandes, vous pouvez les utiliser tout bonnement dans les expressions de conditions, c'est-à-dire quand vous exprimez une condition, ce n'est pas forcément une condition d'égalité, d'inégalité ou autre, etc. Vous pouvez tester carrément une commande du langage de script qui peut être utilisée et vérifier, je dirais, si elle existe ou pas. Alors, voici maintenant un script qui est utilisé, ce qu'on appelle un fichier qui permet de nettoyer, parce que de nettoyer des fichiers, pourquoi? Parce que souvent, quand on exécute un peu les programmes ou les commandes, il y a des commandes qui permettent à la foulée de créer des fichiers intermédiaires et ensuite pour arriver à des fichiers finaux. L'exemple que certainement vous connaissez, c'est celui, par exemple, du compilateur du C. Quand vous avez, pour les gens qui ont travaillé avec le langage C, c'est que vous avez un programme utilisateur qui, souvent, avec l'extension .c, vous allez le compiler pour obtenir par la suite le fichier avec l'extension .exe. Si vous essayez de fouiner un peu dans votre répertoire de travail, vous allez trouver qu'il y a des fichiers intermédiaires qui ont été créés. Souvent, ces fichiers, c'est des fichiers avec l'extension OBJ. Ça veut dire c'est ce qu'on appelle en compilation, c'est les fichiers objets. Les fichiers objets, à vrai dire, ce sont des fichiers intermédiaires qui permettent au compilateur de pouvoir créer le fichier exécutable, parce qu'on n'arrive pas à créer le fichier exécutable directement. Souvent, ce qui se passe, c'est que la compilation, elle se fait en deux étapes. Donc, elle fait en deux passes, qu'on appelle en deux passes. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de créer un fichier intermédiaire pour pouvoir arriver au fichier exécutable final. Et à la fin, quand on crée le fichier exécutable, c'est que ce fichier OBJ devient obsolète, c'est-à-dire il n'a aucun sens et il n'a pas d'intérêt. Et donc, si on veut veiller à, je dirais, à garder, à préserver l'espace de l'utilisateur, tous ces fichiers OBJ, on peut les effacer, ce qui permettra de gagner de l'espace et de rentabiliser votre espace au mieux. La même chose existe pour, rappelez-vous, quand on avait parlé des éditeurs de texte et de traitement de texte, j'avais dit parmi les traitements de texte qui sont les plus utilisés actuellement, c'est le LaTeX. Le LaTeX, c'est quelque chose qui permet de produire des fichiers de haute qualité pour les imprimer sous forme de thèse ou sous forme d'articles de recherche. Le problème, c'est ces fichiers-là, quand ils sont traités, c'est-à-dire tu as un fichier avec l'extension .tex, donc fichier LaTeX, quand vous allez les traiter pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle des fichiers DVI, qui sont les fichiers finaux qui peuvent être imprimables par la suite par des imprimantes de type PostScript, ils vont créer, dans la foulée, ils vont créer des fichiers intermédiaires. Donc, des fichiers intermédiaires qui ont l'extension AUX et log. Donc, AUX, c'est pour des fichiers auxiliaires et des fichiers log pour dire à quel moment s'est déroulé les différentes opérations liées au fichier. Donc, ces fichiers .log et .aux sont des fichiers intermédiaires. Une fois que le DVI a été créé, on n'a pas besoin de ces fichiers. Et donc, naturellement, périodiquement, on est obligé d'éliminer ces fichiers-là intermédiaires pour nettoyer l'espace disque
et avoir plus d'espace à utiliser. Donc ici, dans ce script, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il va effacer les fichiers donc, qui sont .aux et .log. Alors, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher le nom, donc, et on demande à l'utilisateur de confirmer est-ce qu'il veut afficher, il veut supprimer ou pas. Au fur et à mesure, ça, selon sa réponse, on va effacer le fichier. Alors, là, je m'intéresse aux fichiers .ux et .log. Donc, j'écris cette portion de code et ça me permettra effectivement de pouvoir supprimer tous les fichiers .log. Donc, je suis dans un répertoire courant. Donc, regardez for, c'est la boucle for, fichier in étoile.log. Donc, étoile, ça va être remplacé par toutes les séquences possibles, c'est-à-dire tous les fichiers qui existent dans le répertoire courant et qui se terminent par log. Automatiquement, je vais les utiliser un à un. Et à chaque fois, je demande la confirmation pour effacer le fichier. Et donc ça me permettra d'effacer tous les fichiers .log dans le répertoire courant. Ensuite, donc ça c'est par rapport au fichier .log. Et ensuite, donc ça c'était .aux. Et ensuite, c'est au fichier .log. Et ça me permettra de les éliminer les uns à la suite des autres. Mais si vous regardez un peu le code que j'ai écrit ici, avec le code qui est juste avant, c'est typiquement le même code que j'ai utilisé. Donc, je donne le nom de fichier, je demande la confirmation, j'efface le fichier, etc. Donc, typiquement le même code qui a été utilisé. Alors, en général, en informatique, on vise toujours la rentabilité. Donc, au lieu d'écrire ce code deux fois, la différence, c'est quoi entre ce code et le code qui le précède? C'est juste cette extension. Ça, c'est AUX. Dans le deuxième, c'est .log. C'est ça la différence. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de rassembler ce code en donnant juste cette information comme paramètre. Et donc là, l'idée, c'est de faire évoluer ça. Donc, vous voyez que ça, c'est un script qui est assez lent, qui n'est pas très facile à lire, parce que dès que vous avez beaucoup de lignes, il est difficile de lire facilement le code, de pouvoir le maintenir, et bien entendu, avec tous les risques quand vous écrivez, ou avec tous les risques d'erreurs qui peuvent surgir. L'idée, c'est quoi? C'est de rassembler le même code, au lieu d'utiliser deux fois le même code, je l'utilise une fois. Et ce qui va changer, ça va être un paramètre. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser cette idée de paramétrage. Et ça, c'est possible grâce à cette notion de fonction. Ça veut dire que je vais définir une fonction. Donc, cette fonction, elle a un paramètre. Il s'agit du même code, sauf c'est le paramètre qui va changer. Donc, une fois, je veux éliminer tous les fichiers .aux. La deuxième fois, je vais éliminer tous les fichiers .log. Donc, automatiquement, il suffit d'appeler la même fonction, tantôt avec le paramètre AUX, tantôt avec le paramètre qui est .log. Et donc, ce qui m'évite les répétitions et ce qui m'évite, là, je dirais, les risques d'erreur. Et bien entendu, mon script sera plus facile à lire et plus facile à maintenir par la suite. Donc, c'est cette notion de fonction qui va être utilisée. Alors, naturellement, comme dans le C, toute fonction utilisée doit être préalablement définie. Ça veut dire que dans le script, si tu veux utiliser une fonction, il faudrait que tu la définisses bien avant. Donc, il faut définir la fonction. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'usage ou l'utilisation de la fonction. Donc, la première des choses, c'est chaque fonction, tu dois lui donner un nom. Ensuite, ici, par exemple, je peux mettre effacer fichier. Ça veut dire que ce que je donne comme nom à mon fonction, puisqu'il s'agit d'effacer des fichiers .log et .aux. Alors, naturellement, là, quand vous appelez des fonctions,
vous ne devez pas les appeler au même titre que les commandes. Pourquoi? Parce que les noms de commandes, c'est des noms qui sont réservés à l'interpréteur de commande. Et donc, il faut toujours donner des noms symboliques qui n'ont rien à voir avec les commandes utilisées par le chef. Et bien entendu, pas d'espace et pas de ponctuation qui ne sont pas prises en charge. Alors, une fois que vous donnez le nom, vous devez terminer ça par parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc ça, c'est un peu ce qui existe dans le bas de ce slide. Vous avez le nom de la fonction suivi de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et ensuite, à l'intérieur, vous mettez les commandes nécessaires, donc avec accolade ouvrante, accolade fermante. C'est typiquement la syntaxe de C qui est utilisée. Sauf la différence ici, ce que vous remarquez, il n'y a pas de paramètres. Donc, la définition de votre fonction, c'est une définition sans paramètres. Alors, je définis ma fonction et ensuite, je vais l'utiliser. Donc, en général, il est intéressant, c'est comme le langage C, tu commences à définir tes fonctions et ensuite, tu écris le code qui permet d'utiliser les fonctions. C'est typiquement la même chose. On définit les fonctions et ensuite, on écrit les différents paramètres.